So, hi everyone. We are coming back now for the beginning of this plenary session number 1 with the theme Social Sustainability of Tourism in Times of Uncertainty. For that, I would like to invite to be on the stage the moderator of this session, the president of ISTO, Isabel Novoa. We're all here. Obrigada. Good morning, everyone, again. For the interpreters, I will be speaking in English and in French to make it easier for you. I am very happy to moderate this panel. This is such an important topic, so we go straight to the point, and we are very lucky today to have these 3 panelists with us today. So I would like to begin with Monsieur Rémi Gnafou. Now I switch to French. So, parmi des autres choses, il est agrégé de géographie, docteur d'État et lettres, successivement directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, professeur à l'Université Paris 7 et 1, où il dirigeait l'Institut de recherche et des études supérieures de tourisme. Créateur et directeur de l'Institut Saint-Gervais, Institut de recherche action, et créateur et directeur de l'équipe MIT Mobilité Itinéraire Tourisme, première équipe française ayant pris le tourisme pour objet de recherche. Il y a plusieurs publications sur le tourisme, la dernière en 2021, celle-ci étant le livre « Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde » que je vous absolument recommande. C'est un véritable luxe de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je vous donne la parole. Allez-y, the floor is yours. Merci, Madame la Présidente, chère Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler aujourd'hui du double défi, réussir la transition écologique et sociale. Et j'y ajoute un 3e défi, qui est celui qu'on m'a imposé, qui est de parler en 25 minutes pour un sujet aussi vaste. Donc, je vais aller droit au but. En général, j'ai le goût des nuances, mais là, veuillez m'excuser à l'avance de propos qui seront peut-être à la fois un peu allusifs et un peu péremptoires. Alors, le premier point que j'ai choisi d'aborder, c'est peut-être là aussi que se situe une partie de ma valeur ajoutée, si elle existe, c'est de porter un regard en arrière vers l'histoire, parce qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur l'histoire du tourisme, et puis j'ai eu l'occasion aussi récemment de faire des scénarios d'évolution possible du tourisme jusqu'au milieu du XXIe siècle. Donc, regard vers l'arrière et regard un peu vers l'avant. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le secteur du tourisme a subi en 2020 et 2021, mais surtout en 2020, un choc sans précédent dans son histoire, puisque même pendant les guerres mondiales, certes avec des flux qui étaient très inférieurs, mais même pendant les guerres mondiales, il y a eu des flux touristiques qui se sont poursuivis, ce qui n'a pas été le cas lorsque, brusquement, les frontières se sont refermées, les avions sont rentrés au hangar, etc. Bon. Donc ça a été un choc tout à fait considérable pour le tourisme. Et il y en a eu d'autres après. En particulier, l'été dernier, dans l'hémisphère nord, il y a eu toute une série de manifestations climatiques extrêmes, de chaleur extrême, de sécheresse prolongée, venant après d'autres épisodes. Et on voit bien que, pas simplement en Europe, mais dans d'autres parties du monde, il y a visiblement une accélération de la prise de conscience au sujet du réchauffement climatique. Et je pense que c'est quelque chose qui est important parce que ça commence effectivement à imprégner nos esprits. Et puis, il y a eu aussi, après cet épisode-là, ou en même temps, la guerre en Ukraine qui a,
je laisse de côté l'aspect guerrier qui ne nous intéresse pas ici, malheureusement, mais qui a aussi provoqué une pénurie ou le début de pénurie énergétique et une accélération aussi de la réflexion sur les disponibilités en énergie. Et malgré tout ce contexte, on s'est aperçu que durant l'été 2022, il y a eu un effet de rattrapage des flux touristiques avec une densification des déplacements, en particulier en avion, puisqu'on a vu par exemple que les Français ont pris nettement plus qu'avant l'avion pour sortir de leurs frontières, alors même que déjà les billets d'avion avaient fortement augmenté. Donc tous ces chocs-là et cette reprise, qui d'ailleurs était pronostiquée par la plupart, ne doivent pas pour autant nous faire ignorer le choc qui s'est produit, et ce sont les raisons pour lesquelles je voudrais dire rapidement pourquoi nous ne devons surtout pas repartir comme avant. Repartir comme avant, c'est s'inscrire dans ce graphique que vous connaissez tous, qui est une production de l'Organisation mondiale du tourisme, qui d'ailleurs ne montre qu'une partie du flux touristique, puisque ce sont les arrivées internationales, et comme vous le savez, ces arrivées internationales sont beaucoup moins nombreuses que les arrivées nationales, mais qui ne sont pas pris en compte. Mais là, on a cette vision d'une croissance exponentielle qui a du mal à passer aujourd'hui avec la perception, la représentation d'un monde fini, mais c'était ça nos visions d'avant, si j'ose dire, même si cet avant est tout à fait récent. Ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est un des problèmes que nous avons tous à traiter ensemble, c'est que ce que j'appelle la révolution touristique, c'est-à-dire l'invention du tourisme dans l'Europe du Nord-Ouest à partir du XVIIIe siècle, qui est une composante de la révolution industrielle, eh bien, cette révolution touristique est tout à fait inséparable de la mobilisation des énergies fossiles. D'abord le charbon et surtout le pétrole, cette énergie concentrée et facilement mobilisable qui a permis l'extension de ces flux à l'échelle de la planète. Sans le pétrole, le système s'arrête. Donc, avec deux conséquences majeures. La première, c'est que depuis le début de l'ère industrielle, nous avons rejeté dans l'atmosphère 2300 milliards de tonnes de CO2, de gaz carbonique, et ce qui induit un réchauffement climatique dont je parlais tout à l'heure, et qui est maintenant, il est déjà là, c'est-à-dire l'augmentation de 1 degré, 2, probablement, voire 1,5 degré, est déjà inscrite par nos consommations du passé. Et il reste environ 3500 milliards de tonnes de CO2 à brûler encore si nous brûlons les énergies fossiles qui sont encore en réserve. C'est-à-dire qu'on a largement de quoi, si on poursuivait sur le rythme que nous connaissons encore à l'heure actuelle, on a largement de quoi rendre l'habitat sur la Terre impossible. Et donc, la grande nouveauté, je pense que c'est une révolution des esprits, c'est que jusqu'à présent, l'humanité réfléchissait en fonction d'une recherche, d'une amélioration de son sort. Et là, maintenant, ce qui nous est proposé, c'est qui est en ligne de mire, certes à long terme, c'est la survie de l'humanité. Donc, on voit bien qu'on est en train de changer de situation. Parce que la consommation, nos consommations en énergie ne cessent de progresser. Il n'y a eu que l'épisode du Covid qui a provoqué un ralentissement, mais quand on regarde depuis là aussi le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les énergies fossiles, et puis maintenant renouvelables, toutes s'additionnent, et que toutes les modifications qui ont eu lieu, en particulier le passage du travail industriel au service, ou le boom du numérique, etc., n'a pas eu d'influence tempérante, réductrice, sur nos consommations. Tout cela se poursuit. Et donc, cela a été rappelé tout à l'heure, même si le tourisme ne participe qu'à 8% environ d'émissions des gaz à effet de serre, bon, il lui faut, comme les autres, contribuer à hauteur de ses rejets et de ses consommations. Alors, il y a un autre souci qui est apparu et dont il faut dire quelques mots, c'est la question de la disponibilité en énergie sans laquelle tout le système s'arrête. Nous savons que les énergies fossiles ont une durée de vie limitée, aussi bien parce que certaines sont en voie, non pas d'épuisement, mais on a passé le pic, comme c'est le cas pour le pétrole hors des schistes bitumineux, et que les énergies qui vont les remplacer, certes elles existent, que ce soit le nucléaire ou des énergies renouvelables, mais pour l'instant, elles ne sont pas à la hauteur de nos besoins, de nos consommations.
Et donc, nous avons, je crois, un légitime souci d'inquiétude à nous faire, et que l'hypothèse de la décroissance structurelle de la disponibilité énergétique est probablement à prendre en terme si on veut réfléchir sérieusement à l'avenir du tourisme. Ceci étant posé, quelques mots aussi, avant d'en arriver au vif du sujet, sur la notion de tourisme durable, sur lequel j'ai une approche, disons, de plus en plus critique. Alors certes, je vais le présenter comme une nécessité, parce qu'il faut bien aller vers des perspectives d'amélioration, mais aussi beaucoup et de plus en plus comme une illusion, voire un leurre. Alors, nous sommes ici dans un archipel magnifique qui nous accueille, je remercie pour son accueil, et qui fait partie de ces destinations qui font des efforts réels pour améliorer la situation. Donc je ne sous-estime pas les efforts en question. Mais les efforts en question, il faut aussi les mettre en perspective avec l'histoire récente du développement durable et du tourisme durable. 1972, je le rappelle, c'est le rapport Meadows qui est le premier qui a attiré l'attention sur le caractère dangereux de puiser dans un stock fini de ressources naturelles. Le rapport Brundtland, le développement durable, c'est 1987. Et ensuite, le tourisme durable est une conséquence, une adaptation de ça. Et il se trouve qu'en 1989, pas si loin d'ici, s'est tenue à Tenerife la première conférence mondiale sur tourisme et environnement, qui étaient des domaines qui ne dialoguaient pas beaucoup entre eux. Et il se trouve aussi que mon grand âge m'a permis d'y avoir été. Donc j'ai participé à cette première conférence mondiale, et quelques années plus tard, sur une autre île des Canaries, a été adoptée la charte du tourisme durable en 1995. Et, ironie de l'histoire, on a appris en 2022, au début de l'année, que Lanzarote, qui était le lieu de cette conférence mondiale sur le tourisme durable, était la partie, la côte espagnole, la plus gangrénée par des hôtels illégaux. Et bon, c'est une des manifestations nombreuses que l'on connaît de la corruption liée aux intérêts touristiques, avec un certain nombre même de maires en prison. Donc voilà les paradoxes et les contradictions dans lesquelles le système se trouve à l'heure actuelle. Donc, force est de constater, avec le recul qui est le nôtre, parce que le développement durable et le tourisme durable, on en parle depuis plus de 3 décennies, force est de constater que les 2 objectifs majeurs n'ont pas été tout à fait atteints. Il y avait 2 objectifs fondamentaux qui étaient de réduire les impacts sur la planète, là on n'y est pas, et il y avait un autre objectif également très important, de réduire les inégalités sociales. Il y a eu dans ce domaine des progrès indiscutables, au moins jusque dans 2005, et depuis on a repris une dynamique en faveur de la progression des inégalités. Et que, par ailleurs, on sait, les professionnels du marketing touristique ont probablement trop de talent. Ils sont trop efficaces, puisque beaucoup d'entreprises et de destinations parlent de développement durable et de tourisme durable sans vraiment le faire, et donc participent à ce mouvement de greenwashing qui a pour effet de dévaluer les efforts réels entrepris par les destinations qui, elles, font des efforts véritables. Alors, j'en donne un exemple parmi beaucoup. C'est un des médias du tourisme en France, l'écotouristique, qui présentait sur la même page à la fois l'idée d'un pass carbone, qui est une idée audacieuse, de restriction des vols par habitant, et puis en même temps, dans la même page, on voit la République dominicaine mise sur le tourisme durable pour faire venir des Français. Donc c'est à 7000 km de la France, de l'Europe. Si on fait l'aller-retour entre l'Europe et la République dominicaine, c'est à peu près 1,9 tonne de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire l'objectif que s'est donné pour la France, l'accord de Paris, la COP 21, de 2 tonnes par personne à ne pas dépasser, déjà en un seul voyage pour la République dominicaine. On voit là encore les contradictions du système. Le tourisme durable sert aussi à justifier des choses qui, à l'évidence, ne sont pas tout à fait durables. Et donc tout cela conduit à une crédibilité croissante, contestée par les nouvelles générations, celles qui, je l'espère, vont nous apporter quelques signes d'espoir. Et puis il y a un dernier point que je voudrais aborder quand on parle de tourisme durable, que je vois assez peu finalement, c'est le fait que
Ce tourisme durable, le vocabulaire employé induit quelques effets pervers. Le fait que, à bien y réfléchir, ce qu'on appelle le tourisme de masse, finalement, n'est que l'appellation contemporaine de ce qu'on appelait naguère le tourisme populaire, c'est-à-dire le tourisme des grands nombres. Je ne vois pas tout à fait la différence entre les deux, même si, dans certains cas, on doit pouvoir nuancer. Le tourisme des sentiers battus, c'est une des inventions de nos élites pour essayer de se distinguer du gros de la troupe. Et on se sert de la durabilité pour à la fois séparer, ségréguer certaines destinations et certains flux, et puis aussi pour certaines destinations à écarter les catégories populaires pour se tourner vers les catégories les plus rémunératrices, qui sont les populations les plus riches, comme Majorque, par exemple, depuis fort longtemps, qui a commencé sa réorientation. Donc, quand on parle de développement durable et de tourisme durable, il ne faut pas oublier que le contexte dans lequel nous sommes, la grande tradition touristique, c'est l'élitisme. D'ailleurs, c'est une élite qui a inventé le tourisme et qui n'a jamais accepté de partager les lieux avec les autres. Et donc, la durabilité sert aussi d'écran à masquer des stratégies qui ne vont pas dans le sens d'un tourisme pour tous. Et il me paraît de plus en plus nécessaire de bien distinguer entre ce qui est durable, et qui dans certains cas peut l'être, et ce qui est souhaitable, c'est-à-dire de commencer à nous poser des questions sur le sens de notre action, ce qui implique que probablement, je vais essayer de le montrer maintenant rapidement, de changer de modèle. Alors donc, comment relever en même temps ce double défi que constitue la transition écologique et la transition sociale? Je vais y répondre en parlant de tourisme inclusif, de tourisme responsable et de tourisme réflexif. Alors, à propos de tourisme inclusif, quelques propositions, quelques constats. La transition écologique, qui est nécessaire, ne doit pas être le prétexte pour limiter le tourisme à ceux qui le pratiquent déjà. C'est une tentation qui existe réellement dans les pays riches, en disant que ça va être difficile d'entrer dans la transition et que si en plus il y a d'autres catégories qui arrivent, on n'y parviendra pas. Or, je suis au contraire persuadé du contraire, c'est-à-dire que la justice sociale est une condition de la réussite du projet global. Je fais partie de ceux qui pensent que, et pas simplement dans le domaine du tourisme, qu'il nous faut un modèle économique et social qui soit viable et suffisamment partagé à l'échelle du monde et produisant moins d'inégalités que le système actuel pour arriver à faire en sorte que des coopérations véritables à l'échelle internationale et même planétaire puissent se mettre sur pied. Certes, c'est du long terme, mais c'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui. Et ce faisant, donc, je m'inscris dans la logique de ce qu'était la déclaration de Montréal pour une vision humaniste et sociale du tourisme. Autre constat, l'addition des intérêts nationaux, l'addition des politiques nationales ne fait pas un projet planétaire viable, puisque globalement, il y a concurrence et que chacun fait dans son coin ce qui lui paraît bon pour lui. Et ce qui est bon pour chacun n'est pas forcément bon pour tous au total quand on cumule ces politiques. Parce que nous sommes dans un système qui nous rend dépendants les uns des autres, mais aussi concurrents les uns des autres, et qu'en plus, facteur aggravant, les États ont le plus grand mal avec le long terme. Alors là, c'est une évidence, mais je vais aller vite. Une politique touristique a deux dimensions. Une politique extérieure, faire venir des touristes, et en général toujours plus, et en relation avec ce que j'appelle le système touristique mondialisé, et puis une dimension intérieure. Et ce que je remarque, c'est que dans beaucoup de pays, cette dimension intérieure ne reçoit pas l'attention qu'elle mériterait, au détriment de faire venir des touristes étrangers. Non pas qu'il ne faille pas en faire venir, mais il y a un équilibre à trouver, et nos gouvernants, globalement, en Europe notamment, ont du mal dans ce domaine-là. Prendre davantage en compte la composante sociale du tourisme, c'est pour les États aussi la possibilité d'arbitrer davantage en faveur d'un tourisme non marchand et d'un tourisme dit social. Juste ce tableau qui est intéressant, qui donne
les modes d'hébergement pour les Français en 2019. Alors les Français, c'est uniquement les Français, il n'y a pas la clientèle étrangère. Mais pour les Français, on voit que l'hébergement non marchand est dominant, 59%. Et c'est quelque chose qui devrait réjouir certains, mais qui, au contraire, en chagrine d'autres, parce qu'il y a là des réserves de marché pour certains à conquérir, puisque nous sommes dans un mouvement, une tentation de vouloir tout marchandiser, alors même qu'il y a un secteur qui échappe. Alors, prendre davantage en compte cette composante sociale du tourisme va donc exiger de profondes remises en cause et ce système touristique mondialisé qui me paraît inadapté au monde qui vient, parce qu'il produit trop d'effets négatifs de tous ordres et puis qu'il n'obéit à aucune régulation. Il n'y a pas de pilote dans le système. Alors on pourrait dire que c'est le chaos comme principe organisateur ou que c'est le capitalisme dans sa dernière version. Enfin bon, peu importe comment on le qualifie, mais il n'y a pas de pilotage véritable. À l'heure actuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort, mais globalement, il n'y a pas de pilotage. Et c'est une des raisons pour lesquelles, mais parmi d'autres, et là je ne pourrais pas y développer faute de temps, mais une démondialisation dans le domaine du tourisme me semble au moins à terme de 20 ou 30 ans à peu près inévitable, que ce soit pour des raisons géopolitiques probablement déterminantes, mais aussi économiques et environnementales. Alors, quelques mots au propos de tourisme inclusif sur l'échelle locale. Bon, être à l'écoute de la société locale et d'impliquer les communautés dans le développement, je n'y insiste pas, vous savez tous ça bien mieux que moi. En revanche, ce que je voudrais apporter comme idée, c'est une idée qui m'est chère depuis assez longtemps, je veux dire, c'est considérer le touriste comme un habitant, ce qui est un changement de perspective. Alors, n'oublions pas que nous sommes tous des habitants de la Terre. Et qu'est-ce que c'est que le tourisme à ce moment-là? C'est un changement d'habiter. On passe d'un lieu à un autre. Ça peut être furtif, rapide, éphémère, ça peut être plus long. Mais je crois que nous gagnerions beaucoup à considérer dans les lieux touristiques les touristes comme un habitant et pas simplement comme un anonyme qui vient apporter de l'argent et qui augmente le nombre des nuitées. Je pense que ça change complètement la perspective de la relation entre le touriste et la société visitée. Alors là, je n'ai pas le temps d'y insister, mais si ça vous intéresse, c'est un thème sur lequel j'ai pas mal réfléchi et sur lequel j'ai écrit depuis longtemps. Deuxième dimension, un tourisme responsable. Personnellement, je préfère, par les temps qui courent, la notion de responsabilité à celle de durabilité, parce qu'elle engage les individus aussi bien que les collectifs. Nous sommes responsables vis-à-vis de la planète, tout simplement parce que ce qui se joue, c'est l'habitabilité. Nous sommes responsables vis-à-vis de ceux qui vont venir après nous. Et ça nous rappelle l'importance du long terme dans nos actions et dans nos décisions. Et ce qui implique, par exemple, dans les lieux où ça se produit, de prendre des mesures efficaces, parce qu'il en existe, pour réguler le surtourisme. Il y a plein de mesures qui permettent de le faire. Simplement, le plus souvent, dans les lieux qui sont confrontés au surtourisme, on pousse des hauts cris, mais il y a guerre d'action, parce qu'on a peur de tuer la poule aux œufs d'or. Or, limiter les capacités d'accueil, ça peut être tout à fait raisonnable sur tous les plans. Sur le plan social, c'est évident. Sur le plan économique, c'est viable aussi. Et cesser cette poursuite de la course, de la fuite en avant. Ne pas rechercher systématiquement des clientèles situées à l'autre bout du monde. Je pense que ça sera de plus en plus une évidence, surtout si on veut que des parties de la population mondiale qui n'accèdent pas encore au tourisme y accèdent. Ça n'est certainement pas en voulant imiter le modèle actuel que l'on y parviendra. Si tout le monde veut aller voir, je ne sais pas, la Tour Eiffel à Rome, la Tour Eiffel à Paris, le Colisée à Rome, etc., toute la population de la Terre, là, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a d'autres possibilités de faire du tourisme et de rencontrer l'autre et de s'épanouir qui existent et qui sont multiples. Tout ceci appelle des mesures qui doivent être, à mon avis, fortes, aussi bien sur le plan pratique que symbolique. Je n'en prendrai qu'un seul exemple, qui est une de mes propositions, qui est la sanctuarisation du continent antarctique. Le continent antarctique est intéressant de ce point de vue parce que quand certains appellent
à son développement touristique, on n'a même pas le prétexte de ce qui existe ailleurs et qui se vérifie, c'est-à-dire d'avoir des retombées économiques, sociales pour la population d'accueil. Il n'y a pas de population dans le continent antarctique. Donc on a là une expression de ce tourisme que par ailleurs j'ai appelé totalitaire, c'est-à-dire qui veut prendre tout, qui veut pousser ses conquêtes au-delà de l'espace habité vers des espaces qui n'ont pas besoin de lui, qui sont des espaces, les derniers espaces de nature. Et on voit à l'heure actuelle beaucoup de compagnies de navigation qui lancent des navires nouveaux, certes qui se veulent plus propres, mais pour aller explorer l'Antarctique. Et puis l'an dernier, il y a presque un an, une compagnie aérienne, qui est d'ailleurs, je dois dire, une compagnie portugaise de leasing, a permis à un Airbus A340, un avion civil, pour la première fois, d'atterrir sur le continent antarctique. Et ce, pour montrer qu'il y a là des possibilités de développement. Tout ça est tout à fait déraisonnable. Alors, dernier point, et qui est aussi, j'espère, un élément que je verse au dossier, qui est une notion qui m'est chère, c'est celle de tourisme réflexif. Le tourisme réflexif, c'est ce tourisme qui s'appuie sur la capacité des individus à s'interroger, à ensuite aller s'informer, et puis à partir de là, à agir et notamment à modifier leurs pratiques. Donc, faute de régulation internationale, faute de politique nationale toujours très courageuse, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut miser davantage sur les sociétés elles-mêmes et, dans les pays démocratiques au moins, sur leur capacité à peser sur les gouvernants, parce que les gouvernants suivront à ce moment-là. D'où l'importance déjà évoquée du renouvellement des générations. Alors, pour illustrer, pour finir ce tourisme réflexif, je vous donne l'exemple de ce qui a, chez moi, provoqué la réflexion de départ aboutissant à conceptualiser le tourisme réflexif. C'est la Bebelplatz à Berlin. C'est une place pavée ancienne devant l'université Humboldt. Et sur cette place, on a... Non, alors j'y reviens. Sur cette place, on a une dalle de verre il n'y a aucune indication. Pendant longtemps, il n'y avait strictement aucune indication. C'était une installation, une dalle de verre qui laissait voir, c'est ce qu'on voit ici sur la photographie à droite, qui laissait voir des rayonnages vides. Et quand on se promène à Berlin sur cette place, il y a toujours des gens attroupés autour et qui se posent la question de savoir ce que c'est, ce que ça signifie. Alors, c'est une initiative qui a été prise par les Berlinois pour rappeler ce qui s'est passé en mai 1933, c'est-à-dire le premier autodafé par les nazis, qui ont rassemblé là tous les livres qui leur paraissaient nocifs, en particulier ceux écrits par des juifs, et qui les ont brûlés. Donc c'est un lieu de mémoire, mais qui présente toutes les caractéristiques du tourisme réflexif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi, ça pique la curiosité, tous les humains sont sensibles à la curiosité, qui ensuite vont s'informer. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus facile parce que quand on a créé ça, il n'y avait pas encore la généralisation des smartphones. Mais aujourd'hui, on peut le faire, mais en tout cas, on initie un processus qui est celui de l'intérêt pour comprendre le lieu. Et donc, l'intérêt de ce que j'appelle le tourisme réflexif, c'est de faire du visiteur un acteur de son propre tourisme. C'est une approche qui peut changer notablement, je crois, le fonctionnement du tourisme. Elle n'est pas destinée forcément, même si ça peut le produire, à faire venir davantage de monde, mais à les accueillir dans des conditions différentes et à leur permettre de mieux s'approprier, de mieux comprendre l'endroit où ils sont. Parce qu'on le sait, il y a quand même beaucoup de touristes qui sont dans des lieux sans toujours savoir où ils se trouvent exactement. Alors, pour conclure et respecter le temps imparti, je dirais que la production d'un nouveau modèle de développement touristique me paraît un enjeu tout à fait majeur, que ce double défi est lourd à respecter et difficile à respecter. Mais pour finir sur une note d'espoir, je dirais qu'ajouter à la transition écologique la transition sociale, ça n'est pas une manière d'alourdir la barque pour davantage la faire couler, mais au contraire, probablement la seule manière de pouvoir aboutir, c'est-à-dire d'empêcher le tourisme tel qu'il existe aujourd'hui d'aller dans le mur, parce qu'il y va, si on ne change rien à nos pratiques, et de mettre en avant un autre modèle touristique, moins systématiquement marchand, moins gouverné par les imaginaires alimentés par les professionnels du marketing. Juste en 15 secondes, une anecdote. Il se trouve qu'hier, je suis passé par l'aéroport de Porto, que je connais bien d'ailleurs, qui est un très bel aéroport, mais
j'ai fait un constat. La conception même des départs est tout à fait étonnante, puisque les portes d'embarquement sont coincées entre des commerces. On les voit parfois à peine. Et donc je me suis dit que je n'étais plus dans un aéroport, mais que j'étais dans un centre commercial dans lequel on pouvait prendre l'avion. Ce qui n'est pas la même chose, parce qu'on voit bien comment le système nous pousse sans arrêt à aller plus loin. Et ce n'est pas pour autant que je ne viendrai pas au Portugal, qui est un de mes pays préférés dans le monde, et je ne le dis pas simplement parce que sont ici présents des représentants du tourisme du Portugal et parce que je suis au Portugal. Donc cet autre modèle touristique, il faut qu'il soit plus respectueux des hommes, d'aujourd'hui et de demain, moins prédateur des espaces naturels, plus soucieux ainsi, parce que c'est ça l'enjeu, de conserver l'habitabilité de la planète. Donc transition écologique et transition sociale, même combat, parce que l'enjeu c'est de remettre l'humain au cœur du système, et donc vive le tourisme inclusif, responsable et réflexif. Je vous remercie. Thank you so much. Merci beaucoup, c'était très intéressant. It was very interesting. I invite you all to keep your questions till the end. We will leave the floor to all the speakers, and then I will give the floor to you to pose your questions. So we continue with Luis Araujo. He's president of Turismo de Portugal and of the European Travel Commission. He's also chairman of NEST, Portuguese Tourism Innovation Center, and a member of the board of directors of the Pestana Group. He was head of development for Latin America and head of sustainability, where from 2001 to 2005, he worked for the Brazilian branch of this company, where he was successively board's associate for new projects in Brazil. Board member and vice president for the group Pestana in South America, with responsibility for new business development and area operations. He served the Portuguese government as head of the cabinet of Portuguese Secretary of State for Tourism between 2005 and 2007. The floor is all yours, Luisa. Thank you. Well, good morning once again, or still, yes, good morning. It's wonderful to be here, so thank you so much. I will speak in English, because I think otherwise it's easier to pass the message. Thank you to Isto and Isabel. Thank you so much for the invitation, and to Inatel. It's a privilege to be here, especially with my two fellow panelists. But most important, thank you to the Azores for giving us this beautiful weather and this wonderful hospitality. So thank you, Rosa, and all the team. I'm going to talk about social sustainability, a key driver for the future of tourism. But I'm going to talk about a little bit more about the future of tourism as we see it in Portugal, and the challenges we face in the future, and maybe open some discussion with these ideas. First, a few words about Portugal. 2019 was our best year ever. We had 27 million guests for a population of 10 million people. We hit the record of 18.4 billion euros of revenues in that year. It was the best year ever, and we grew more than 60%, 60, in just 4 years. We reduced the seasonality for the lowest seasonality ever, 36%. And we reduced the dependence on the countries that we were most dependent. And the four main markets in 2019 represented less than 50%. But this was 2019, a wonderful year for my destination, but also for your destinations for sure. And then something happened. And from Can't Skip Portugal, we had to say we couldn't skip hope. So we had to change. We changed our communication, the segments we were looking for. We looked inside to our tourists, to the internal market, and these are some examples of the campaign we did. And this was all due to uncertainty. Whenever I hear that uncertainty is the only constant, it's not. Change is the only constant. And we heard that today by the Secretary of the Azores, but we heard it 500 before Christ by Heraclitus. It's change.
And there's no better way to explain how these 2 years were significant in terms of change of our personal lives, but our organizations, than to show you this. What we see is not what we see, but who we are. The world. What is the world, oh my love? The garden of my verses, all in bloom. Nothing gives the idea of the constancy of character, like the firmness of walking through seas men never sailed before. The end of one journey is simply the start of another. You have to see what you missed the first time. Let's read Portugal. Visit Portugal, Turismo de Portugal is in charge of the promotion of Portugal as a tourism destination. And for 1 year, we had to change and say, this is not the time to visit our country, but instead read our country. We reach 170 million people a year, digitally, of course. Our campaigns are only digital. And this was the biggest change we had to do. And I think it's based on this change and this capacity and ability of change that we need to address also the challenges of the future. And that's why I have some challenges for the end. In 2017, we've decided that our strategy for the next 10 years until 2027, and that's the valid strategy that we have, would be to build a sustainable destination and promote responsible tourism. And this is much more than words. It's much more than actions. It's effective goals until 2027. And we want to grow economically. We want to reach 27 billion euros of revenues. We don't count the number of people by 2027. But we have also specific goals in terms of what do we want regarding our environment, but also our society. On the environmental part, it's quite simple. We want 90% of all the industry in Portugal to be environmentally sustainable with efficiency measures in energy, waste, and water management. And socially, we have 3 specific goals. The training of our staff. 60% of our staff has basic teaching. 9 years of scholarship. We need to change this, invert, and this is not just Portugal, it's any country in the world, and give them specific secondary and post-secondary teaching. But we want to reduce even more the seasonality in our country. It's the biggest threat to employment. And thirdly, we want 90%, 90, of our population, specifically in the most visited areas, like our urban areas, to be satisfied with the touristic activity. This is by 2027. And you can see here many actions that we're taking. I won't bother you with that. But it has to do with developing the territory and the offer. We finance most of our enterprises, but also public sector, in order to develop touristic destinations and attractions outside of the bigger destinations, but also inside, because we have to change also in our big destinations. We train. Just to give you an idea, we have a digital academy that has more than 180,000 people registered, and that gave training to 140,000 during pandemic. And of course, we promote sustainability insights. It has to do with very specific measures, sharing knowledge, sharing the benchmark of what other countries are doing, but also changing regulations. And in fact, and I think this is something that we all have to consider, we cannot have 5-star hotels that the only condition to be 5-star is having slippers or 24-hour reception, and we don't care of what they do in terms of environment or the society. And this is crucial right now. So hopefully we will have these news for very, very soon. But the pandemic brought us something, and once again, change. And we need to change the attitude of the entire value chain.
It's not just the destination, it's also the tourists. That's why we launched a very simple campaign saying that we have today to change tomorrow for the better planet, a better tourism. We have to call the attention to this, not only to our sector and our industry, but also to those who come to our destination, our country. Once again, for a better planet, a better tourism. But we cannot have a better planet or a better tourism if we don't consider this. And the key driver for any transformation, for any change, it's this. That's why in the strategy of 2017, we've decided to address everything we did would be for three kinds of people. The first one, the locals. They have to consider tourism as a force for good. The second, the tourists. They need to see tourists and they need to have the best experience in our countries. And the third one, the workers. In Portugal, we have 10% of the labor force of our country working in tourism. 10%. But unfortunately, 2 years have passed and they were a disaster to our sector. And I think, and we all think, that we cannot talk about digital transition or environmental transition if we don't talk about people. We won't have environmental transition or social transition if we don't talk about people. And I wanted to leave you with the three biggest challenges we're facing right now in Portugal, and I think all across Europe, and some solutions, or at least some ideas to tackle these solutions. The first one is we have to grow our community. In Portugal, we lost 50,000 people during the pandemic to other industries. Just in Europe, more than 2 million people left the industry to work in other industries. This is not acceptable, and we need to bring back, or we need to bring people from outside. And I think to attract people, again, to our sector has to do with this. First, we have to change the perception that people have about tourism. Tourism is one of the activities in Portugal that attracts, as anywhere in the world, more young people, but it's one of the activities that has the highest rate of entrepreneurship. 22% compared with 17% on other industries just in our country. This is a change of perception. The evolution inside tourism of someone that starts working as a receptionist, and in 2-3 years, if they are good, of course, and if they get training, they can be a general manager. Or if they start working in a kitchen and be a chef. It's incredible. And we need to change this perception and show this to the world. The second one, we have to be more competitive. And yes, we have to raise salaries and give right benefits to those who work in this sector. We will only be more competitive with other industries and other activities if we do this. And this is responsibility, of course, of the public, but most important, of the private sector. The third one has to do with migration. We're growing old. We're dying. That's a fact, especially here in Europe. And we need people. We need young people. And it's not possible to have a continent and a country that needs people, but then shuts the doors and keeps them sailing inside the Mediterranean or force them to be inside refugee camps without giving them the proper training and including them in the society. And this has to change now. We need this kind of policies for our industry. This is how I think we should grow the community. But then there's something that has to do with our people, the ones that are already working for us, that have served us the coffee outside, that have welcomed us at our hotel and organized our bedroom. How do we take care of our people? And here, once again, we have to do much more than we're doing right now. This is just the facts of tourism and people who work in tourism compared with other industries in Europe. And you can see 58% of people employed in tourism are women. Yes, there is more instability in job for less than 2 years, 29%, part-time, lower education, multicultural, we have more foreign citizens than any other activity, and once again, young people.
temporary contracts. That's why we have to address this and look at this if we want to see what we have to do in order to take care of our people. And I have here a few ideas for a discussion, or at least pointing the finger to an industry or to a sector on how to retain. We have to support diversity. It's not normal, it's not sustainable to have an activity that has 58% of people in Europe working for this industry that are women, but then their average salary is 15 to 20% less because they occupy less high positions. It's not possible that we have worldwide, and this is the study that was made in 100 travel and tourism enterprises, many of them make wonderful campaigns about sustainability just because they change the bottle inside the room from plastic to glass. But these 100 companies, only 17% of the C-level positions are occupied by women, and only 4% have CEOs that are women. There was a beautiful sentence about the difference between diversity and inclusion. And diversity is when you invite someone different to a party. Inclusion is when you invite that same person to dance. We're not even inviting them to the party. So this has to change. And when we talk about enterprises, we talk about associations, we talk about organizations, we talk about the world. Especially inside Europe, this has to change. The second thing is win-win training. We cannot keep doing training and training people just for the sake of my enterprise profit or my efficiency, but for the sake of the other person's interests. And this has to change inside the enterprises, but also inside universities, inside schools. This has to change immediately, especially in the tourism sector. The third idea about how to retain is adding value. And adding value is showing people that this is an industry of future. This is an industry that we all care and that has so much to give to the country and to the territory, but most important, to ourselves. And the fourth one has to do with building loyalty, something that we're very good at doing with customers, but we never do with the employees and workers. In fact, I will challenge you to see a company that has a loyalty program for their internal customer. I'm sure you will find a lot for external customers. I'm proud to say that very, very soon we will have that in Portugal. So this is how I think we should retain our staff, because they are the drivers to the success of sustainability, social and environmental, in any country, but especially in our destination. And the third idea has to do with this. We need to stick to our values and purpose. In Portugal, we have a very strong purpose. We want to welcome everyone and respect the differences. It's very simple. But we have bigger values around us. And the values that we have are should be considered every day of our lives, especially in these extremely difficult times of threats. Human dignity, freedom, democracy, the human rights, equality. This is something, these are the values of European Union. And sometimes we forget that these are also the values of our industry, of tourism. So we should be the drivers of this. I'm proud to be, I was brought up in an island, another island. It's not competition to the Azores in Madeira. Yes, this is me. My brother is always like this in the pictures, he never shows up. An island that for 200 years has welcomed tourists. For 200 years, I lived and I was brought up with my father meeting foreigners in the street and taking them home for dinner or lunch or going for walks together. I'm used to this. We are used to this, we that work in this sector. And we need to promote this much more and much bigger. For a simple reason,
because organizations need to address this, and I'm proud to be part of a big organization in Portugal that is committed with us with this. But this is not only the role of a public organization or a single organization or one enterprise. This is the role and the commitment of each of us. And I'm also proud to say that I've signed a commitment that in order to promote a sustainable tourism privately, but also inside the organization. And I think that this is not only a responsibility, and we spoke a lot of responsibility, it's a matter of commitment, but most important, a change of attitudes. And it doesn't depend on me, just on you, it depends on all of us. And I'm going to leave you with a video that was shot during the pandemic. It's in Portuguese, I'm sorry, but you'll recognize the song. And I think the message of the song is that this is a time, and only you can change what we are doing in order to achieve a better tourism for a better planet. Só tu podes fazer este mundo rodar. Só tu podes fazer a escuridão brilhar. Só tu podes emocionar-me. Trazer-me essa cor. Encher o meu coração De amor. Só tu podes causar essa mudança. Quando me agarras, Eu entendo essa dança. Na minha tua mão, tu és o meu único destino. És o meu sonho real, o meu único tu. Sou tu. pode causar essa mudança. Quando me agarras, Eu entendo essa dança. dá-me a tua mão e mostra-me o teu caminho. És o meu sonho real, o meu único tu. Visita o teu mar, o teu sol, o teu património e a tua cultura. Tu podes viajar pelo melhor destino do mundo. Visita Portugal. Thank you so much. Thank you, Luis. I think after your presentation, we are all a bit more in love with Portugal. So finally, we give the floor to Joana Lima. Welcome. She is currently an assistant professor at the University of Évora and a researcher at the CIDEJUS, did I say it well? Research unit. She holds a PhD in tourism from the University of Aveiro. Her thesis focused on the effects of family tourism in Portugal, particularly the case of the low-income families. In 2021, she started to teach the first curricular unit totally devoted to social tourism in Portugal in the tourism degree at the University of Évora. Her main research areas of interest are social tourism, family tourism, impacts of tourism on tourists, and the tourist experience. Her main publication in social tourism
It's a book entitled Social Tourism, Global Challenges and Approaches that I also recommend, really interesting. That I also, yes, so I recommend it twice. Well, so the floor is yours. Welcome. Thank you for being here with us. Thank you. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank to ISTO and Inatel for inviting me to be here today and to congratulate the previous speakers for their interesting interventions. As mentioned by ISTO 10 years ago, social tourism sector is at the core of a humanistic vision for tourism. And because of that, it isn't surprising that we are here today talking about sustainability, social sustainability and tourism as a real hope on a truly better future. So I was asked to talk about why is it important that there exists research on social tourism and why that research may be the bridge between academics and practitioners. In tourism nowadays, we say that COVID was a unique opportunity to rethink the tourism sector. UNWTO dedicated few weeks ago the World Tourism Day to that theme and to think how the sector could be more resilient, sustainable and inclusive given the huge challenges we are facing. In those challenges, we may see enormous potential for the academia with research and for the tourism agents to collaborate with each other in finding a better path for the sector in the future. Research, I believe, is the effective way to rethink how we do tourism. Indeed, academics recognize that the pandemic stressed the need to conduct impact-oriented research that extends across political and economic, social, political and economic domains. My last work on social tourism was the book about which Isabel talked now, and I did it with my colleague Celeste Eusébio, who is a well-known researcher on social tourism and was my PhD supervisor from the University of Aveiro. It is a book where we reflect on the challenges and approaches on social tourism, and in that book we pointed out that research on social tourism, both conceptual and empirical, still seem to be necessary as a starting point for designing effective strategies to promote access to tourism. The 13 chapters on the book demonstrate that existing research provides solid ground to design more effective programs and also to develop further research. But there is indeed a window of opportunity for significant knowledge advance on this topic. Research is of major importance because it allows to study a variety of approaches to social tourism and compare different perspectives, and reflect on that approaches, how they can be taken, pointing out directions for future. However, research in the field implies investment from different agents of society. Universities alone cannot make a real fast and fast change. So, when we think about social tourism, we think on how to do the tourism business in ways that benefits and protects people and society. The most recognized effects of social tourism for participants are those in terms of well-being and quality of life improvement, emphasizing benefits also in regarding learning and behavior change. These results seem to indicate that the encouragement of tourism for disadvantaged groups may facilitate social inclusion, solidarity, and cohesion, leading to the decrease of poverty and exclusion. That being said, one can conclude that social tourism is a type of tourism that has strong social sustainability basis.
In turn, social sustainability is about recognizing that all of us rely and impact on each other, and is about sustaining a good level of social well-being, integrating concepts like inclusion, opportunities, social justice, individual empowerment, and all these terms are implicit to social tourism. So to start the reflection on the existing research on social tourism, I conducted electronic searches on the most renowned research database that we have, that is Scopus. And I observed that this topic has received more attention from researchers since 2011. However, until 3 years ago, only 60% of that research really focused on social tourism using the concept we are here considering today. Also, Portugal is the second country with most published research on social tourism, with the UK being the first one. Another conclusion from this research is that much focus has been given on the demand side, and the main issue in research has been on why social tourism is important, studying the existing programs and also the benefits for the participants. I understand that this focus exists because social tourism depends on funding that doesn't come from participants, so it has to prove that it earns the funding it gets. And the most immediate dimension of social sustainability linked with social tourism may be its effects on the future of the program's participants. And these benefits are highly demonstrated by the existing research. However, much work can still be done to better understand the complexity of these effects and also to maximize the practical application of this knowledge to real social tourism programs. Looking to the existing research regarding social tourism, we see a lack of studies analyzing in depth the benefits that destinations and tourism companies may get. Several benefits of social tourism for destination areas are theoretically recognized, such as the return of revenues from the government, employment, mitigation of the seasonality effects, but there is lack of direct evidence linking social tourism programs to these outcomes. And for example, a very limited number of studies have analyzed the economic impacts of social tourism initiatives. Portugal seems to be a rare example and a good one in this regard, because Inatel conducted, in partnership with a Portuguese university, University of Aveiro, conducted at least one study for measuring the social and economic impacts of their social tourism programs for seniors. This study concludes that social tourism programs had effective social and economic significant impacts in Portugal, and those conclusions were also an argument recognized by the government to fund the programs, to support, for the public funding that the programs received in the next years. So we know that the effects of the pandemic situation and the socioeconomic crisis that seems to be arising will be two of the main challenges that social tourism will continue to face in the near future. The challenge here is real because while on the one hand we have the state budget available for these programs will tend to decrease, on the other hand, the number of people in need for support to participate in tourism will increase. One of the major challenges for developing social tourism is to identify how to become less dependent on state funding. Therefore, research on innovative business models involving more the private sector, maintaining public partners, profit and non-profit entities to collaborate with each other is an example of the need for research in social tourism.
But the participants and the destination as a whole are not the only ones involved in social tourism. And recently, I heard Professor Jafar Jafari saying that a well-established destination changes tourism and tourists, and not the opposite. In order to do so, destinations have to consider the mindset of tourists, yes, but also the mindset of residents, investors, and tourism employees when planning for tourism development. So much must be known and researched regarding the impact of social tourism for participants, yes, but also on the role and needs of residents and tourism workers in social tourism. For example, what do residents of a destination think about having social tourism programs at their communities? How can we involve local communities in social tourism programs? And do the private partners of social tourism valorize their workers using a social sustainable perspective? How can social tourism programs contribute for that? If social tourism is about how to do the business in ways that benefits and protect people and society, it can never forget the communities of the destination, neither the workers in whom the programs rely on. Additionally, the research carried out on social tourism, mainly by academics, should be used to monitorize existing policies and programs, as well as to develop new policies and new initiatives. And academia has an ability, sometimes criticized, if excessive, yes, the abstraction ability. But this ability allows to think about concepts and the links between concepts more in a more out-of-the-box perspectives. So it can give us new perspectives on the reality of a society. Knowledge transfer between academics, public, private, and third sector involved in social tourism initiatives is essential for their success. Universities serve the sector in three ways. Provide conceptual knowledge, provide the workforce necessary to run the industry, and gives innovative ideas to start new businesses or to promote change. This simple relationship doesn't work so simplistically because universities desire to contribute to theory advance, and the industry is usually oriented to profit, resulting in a communication gap. But the social tourism sector includes companies from the third sector and entities from the public sector not oriented by profit. Public universities are usually the agent of society that conducts research with a non-profit perspective. Being the majority of the promoters of social tourism programs, associations or foundations with scarce resources, public universities seem to be the perfect partner to conduct applied research. Social tourism is privileged to show how research conducted by academia can effectively constitute a bridge between academics and researchers, overcoming the communication gap that we usually see. In Portugal, we have the conditions for leading research in this field, research that can be meaningful for the country, as we are some steps above other countries in this regard. As I mentioned before, regarding the studies to measure the socioeconomic impact of their programs, Inatel, very well known for their experience with social tourism programs, already recognized the potential of working with universities. Portuguese universities, mainly the University of Aveiro and the University of Évora, have already intellectual capital on this regard,
with several projects, PhD theses, master dissertations, focusing on the benefits of social tourism for the 4 segments. Also, on the communication university sector, Portugal may have excellent conditions for improvement through the university students. Specifically, for example, at the University of Évora, we have that full course on social tourism during 1 semester, and our intention is to bring the attention of our students to this topic so they become aware of the dynamics of social tourism and the research that is conducted at the universities on this field, so they will be more prepared to face the challenges of the sector when they become future employees and future leaders. We believe other universities will start doing the same soon, and research will impact the sector also in this format. However, without investment in research, both from the promoters of social tourism as from public authorities and from other agents of society, it is impossible to make a real impacting and long-lasting change. Public authorities like Turismo de Portugal may play a central role promoting research in social tourism and giving visibility to this theme in the national tourism policy. To end my intervention, I would like to say that I clearly see here a space for a new, improved model for academic and practitioner relationship, involving focus on people, on society, involving collaboration, inclusion, a model that may be itself socially sustainable in promoting research in this field, research that will be transferred to the sector. Turismo de Portugal at a national level and ISTO's alliance on research at an international level may play very interesting roles here. Based on all these ideas, I truly believe that research is the first step to create real impact on the social sustainability of tourism in times of uncertainty. So thank you very much for your time. Thank you. Thank you so much. It was very interesting, I believe. We all share the same thoughts. So now is the time for questions. I would like to know if any of you have any comment or want to share. Emilio from WITA. I believe, a micro is arriving to you. Gracias. Espero que mi voz esté útil hoy. Bueno, la pregunta era muy concreta para el señor Araujo. Él hizo una presentación que quiero felicitarle expresamente porque hizo una conexión directa, que es nuestra línea de trabajo, de cómo la sostenibilidad social, trabajadores están directamente vinculadas. Usted hizo una exposición en la que habla de retención del talento, que es algo que preocupa al sector de manera fundamental. Y la pregunta, luego le hago un comentario, la pregunta es si el gobierno portugués va a ser parte activa. Decimos esto porque usted dejaba esto de que hay que mejorar las condiciones y retener el empleo en las manos privadas, y nosotros decimos que no. Son los gobiernos los que tienen que impulsar esos cambios, tienen que conducir esos cambios. Si no, el sector no lo va a hacer. No lo va a hacer porque la tendencia no es esa. Los empleadores se niegan a escuchar esto que decía Biden de pay more, paguen más, y nosotros decimos y mejoren las condiciones de trabajo. Y eso se hace mediante propuestas de ley o presión activa de los gobiernos. ¿Va a hacer algo? ¿Usted conoce si el gobierno portugués va a hacer algo en este sentido? Gracias. Gracias. Perdón, quería presentarme, aunque me decía Charles e Isabel lo hizo. Yo represento a la UITA. La UITA es la Federación Internacional que aglutina a todos los trabajadores del mundo del sector de hostelería. Son 323 sindicatos de 124 países y es la única federación, digamos, la única voz autorizada para hablar en representación de los trabajadores del mundo del turismo y la hostelería. Gracias. Gracias. ¿Contesto ya? Sí. Vale, perfecto. Muy bien.
La estrategia del palo o la zanahoria es siempre difícil. Yo lo que digo es que tiene que haber una actitud coordinada entre todos. De un punto de vista de gobierno, lo que estamos haciendo, y además fue anunciado ayer, es, por ejemplo, dar beneficios fiscales a las empresas que mantengan más a los funcionarios, que les suban los sueldos. O sea, hay un tema de cooperación que yo creo que es importante. Por naturaleza no soy muy de la regulación, soy más de que el mercado se oriente. ¿Por qué estamos tan empeñados en el tema de la formación y la cualificación de recursos humanos? Porque cuanto más formados están, más valuados están los colaboradores, más las empresas les van a pagar. Hoy día, y yo trabajé 20 años en la industria hotelera, y me costaba mucho que se discutía siempre el porcentaje de sueldos dentro del EBITDA o de los ingresos de la empresa, pero no se discutía tanto cuando era para comprar un colchón o cambiar las cortinas. Hoy día es al revés, porque ya yo creo que las empresas, sobre todo el sector del turismo, ya se enteraron que nadie protesta porque tiene una cortina vieja, pero todos protestan porque el servicio es malo o porque no les sonríen en la recepción. Creo que es de los dos lados. Pero la responsabilidad de mirar a los trabajadores como únicos y cada uno por sí, sobre todo cuando estamos hablando de un sector tan joven y con gente tan joven, es de cada empresario. Y eso era a lo que me refería, que era agregar valor a que las empresas entiendan que cada uno tiene que ser visto individualmente y no como un colectivo. Anyone else has any other question for our panel? Anyone? Notre ami de l'Afrique, our friends from Africa. He's Gamaliel, he comes from Cameroon, from the Royaume. Merci de beaucoup. Batoufam. Merci de m'avoir passé la parole. J'ai deux préoccupations majeures. La première va à l'endroit du professeur Rémy. Alors, lors de votre intervention, vous semblez être très favorable à la notion du tourisme durable. Et vous prenez pour argument le fait que le tourisme durable semble être une illusion et une expression fortement instrumentalisée par les pouvoirs publics qui, de façon consensuelle, semblent être favorables pour un tourisme durable, mais dans leur pratique quotidienne, ne mettent rien en œuvre pour l'applicabilité de ces tourismes. Raison pour laquelle, si j'ai bien saisi votre propos, vous proposez plutôt un tourisme réflexif, basé sur la responsabilité individuelle, la responsabilité du touriste qui devrait lui-même choisir les meilleures pratiques. Alors la question que je vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que c'est le concept du tourisme durable en soi qui pose problème ou c'est plutôt la difficulté à appliquer les critères fondamentaux du tourisme durable? Est-ce qu'il ne serait pas plutôt mieux de développer des stratégies ou des répressions à l'endroit des personnes qui ne mettent pas en pratique les piliers du tourisme durable? Ou alors pensez-vous qu'en migrant du tourisme durable vers un tourisme réflexif, parce qu'on quitte des efforts macro vers un effort micro, est-ce qu'il serait plus facile pour un individu d'être plus responsable dans la pratique du tourisme que pour un groupe global? Ma seconde préoccupation, je vais réinterpeller Monsieur Louis. Dans votre propos, vous semblez être favorable à une main-d'œuvre de l'autre côté de la Méditerranée, je pense aux Africains, parce que vous estimez que la population européenne est vieillissante, ce qui est d'ailleurs très logique, parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de mondialisation. Alors, comment vous procédez pour la réinsertion professionnelle de ceux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée? Est-ce que vous les formez au préalable ou c'est une main-d'œuvre gratuite qui est la bienvenue? Merci. Merci beaucoup, Gamaliel. On commence par M. Rémy. Après, je vous donne la parole. Alors, la question que vous posez est tout à fait pertinente. Et je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre de manière entièrement satisfaisante. Vous vous demandez si c'est le concept qui est en cause, effectivement, et si j'ai évolué aussi, soit dit en passant, au sujet de ce concept. Bon. J'ai indiqué, pour commencer, que
j'ai été pris dans le mouvement dès le début et que je l'ai suivi dès le début et que c'était à l'époque où on avait peut-être un peu moins conscience de nos limites et où ça paraissait, l'émergence de ces préoccupations-là paraissait être très positive. Donc j'ai eu tendance effectivement à approuver. Et puis après, j'ai constaté, comme je pense la plupart d'entre vous, qu'il y avait bien plus de paroles que d'actions, ce qui était déjà une source d'inquiétude, mais aussi parallèlement, j'ai été amené à réfléchir sur ce que signifiait plus profondément la notion de tourisme durable. Enfin, avec en plus une difficulté de traduction, c'est que l'anglais « sustainable » a été traduit en français après des hésitations en « durable ». Parfois, il est traduit en « soutenable », ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même si c'est quand même le même propos. Alors, cette pensée-là, qui est issue du développement durable, qui est elle-même une pensée que je qualifierais de social-démocrate. C'est le bain intellectuel de la social-démocratie qui a produit dans des instances internationales, dans les années 80, cette réflexion sur le développement durable. Cette pensée-là, je crois, elle a été très utile en son temps. Elle continue probablement à l'être, mais dès lors qu'on se pose la question de la durabilité vraiment et qu'on voit que le modèle qui est le nôtre à l'heure actuelle, le modèle dominant, et qui est dominant au point d'entraîner les autres, y compris ceux qui encore aujourd'hui n'ont pas accès au tourisme, dès lors qu'on voit que ce modèle à l'évidence n'est pas durable, vouloir continuer à faire du tourisme durable à partir d'un modèle qui n'est pas durable, c'est l'analyse que je fais à l'heure actuelle, c'est le charger d'une responsabilité qui est bien au-delà de ce qu'il est raisonnable de penser. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent que ce qui est en cause aussi, d'ailleurs, il faudrait peut-être à ce moment-là en revenir aux origines de la notion, mais ce qui est en cause aussi, c'est que la mise en avant de la durabilité a fait escamoter ou oublier ce qu'étaient les objectifs fondamentaux du développement durable tel que synthétisé par la commission Brundtland. Donc voilà, pour simplifier ma réponse, pour ne pas être trop long, ce que je pense de ça, mais ma réflexion n'est pas achevée, elle se poursuit et ça devrait se traduire bientôt par une publication qui permettrait de mettre les choses davantage au clair, mais je pense que vous avez bien saisi l'importance de l'enjeu et du glissement. Merci beaucoup. Merci de la question. Au Portugal, on a déjà des programmes de formation qui sont spécifiques pour les migrantes. D'abord, on a fait ça avec des migrantes qui viennent pas du nord d'Europe, mais from Middle East, le Moyen. Et on a fait avec grand succès. Ça s'appelle Refotour. Et on a déjà quelques restaurants à Lisbonne qui sont les résultats de cette inclusion de cette personne à cette formation. On a fait maintenant avec l'Ukrainien, parce qu'on a reçu presque 40 000 ou 50 000 Ukrainiennes. Ce que j'ai dit, c'est on doit faire ça à niveau européen. Il faut accueillir, et c'est plus facile d'accueillir et commencer ça dès que l'arrivée, et pas 2 ans après ou 3 ans après. Donc, c'est plus facile de faire un plan, une stratégie pour accueillir ces gens. C'est vraiment clair qu'on a besoin des gens. Et on a besoin de jeunes qui viennent travailler au Portugal et au tourisme. Donc, ça, c'est notre meilleure préoccupation maintenant. Merci. I think we have time for one last question. Two questions. Okay, we have 2 questions here. We start with Jean-Marc Mignon. Oui, Jean-Marc Mignon. Merci, professeur, pour votre présentation. Mais pour poursuivre un peu la réflexion, vous avez dit à la fin de votre présentation que la durabilité sociale était un élément essentiel, fondamental, pour que la durabilité dans son ensemble puisse avoir un résultat tangible. Mais si on va au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Est-ce que si on veut continuer à essayer
de donner plus d'accès aux vacances, au tourisme à davantage de monde, et que dans le même temps, on veut lutter contre cet avenir en péril de la planète, qu'est-ce que nous conseillons aux gens de faire? Est-ce que ça veut dire voyager moins, prendre un peu moins l'avion, ou franchement moins, ou limiter? Quelles sont un peu les lignes de comportement qu'on peut suggérer qui soient nécessaires et réalistes dans l'acceptation sociale de l'enjeu? Alors effectivement, c'est fait partie des questions embarrassantes dès qu'il s'agit de passer de la théorie à la pratique. Et c'est bien le problème, aussi bien pour le secteur du tourisme en général que pour les universitaires en particulier. Il y a parfois un retard à l'allumage dans ce domaine-là, bon, qui est normal. Effectivement, l'enjeu, je crois, est celui-là. La raison pour laquelle je crois fondamentalement qu'il y a là une marge de manœuvre dans un système qui est très contraint. C'est une petite marge de manœuvre. C'est que je pense que si on veut, parce que ce sont deux objectifs contradictoires qui s'additionnent, il faut bien dire les choses comme elles sont. La transition écologique, c'est pas facile à faire. La transition sociale, c'est pas non plus si facile à faire. Quand on les additionne, on peut penser que c'est encore plus difficile. Le raisonnement que je tiens, c'est qu'il faut effectivement arriver à démonter progressivement les mécanismes du système actuel. Je pense que le premier niveau, c'est l'analyse critique du fonctionnement du système touristique mondialisé, qui a aussi des avantages. D'ailleurs, je suis, quand j'ai l'occasion de m'exprimer plus longuement, je suis plus nuancé que ça, et vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui est façonné par le tourisme dans mon histoire personnelle même, que je crois aux vertus qui ont été rappelées dès le début du tourisme en faveur de la paix, de la compréhension des gens, etc. Tout ça fait partie de ce qui me fait. Mais ce n'est pas parce que je suis comme ça que je ne porte pas un regard critique sur la manière dont les choses évoluent. Et ce que je disais tout à l'heure à propos du tourisme durable, c'est-à-dire ce qui a été inventé dans les années 80, on voit a du mal à continuer à fonctionner dans les années 2020, ce qui est tout à fait normal. Le monde évolue et entre-temps, nos conceptions du monde, nos perceptions du monde, nos représentations du monde ont également été bouleversées. Puis pendant ce temps-là, on a continué effectivement à produire allègrement, à lâcher dans l'atmosphère ce qui est en train de modifier durablement son fonctionnement. À ce sujet, je rappellerai juste un chiffre. Si, dans une hypothèse tout à fait théorique, si demain on cessait toute émission, il faudrait 10 000 ans pour arriver à retrouver le climat d'avant l'ère industrielle. 10 000 ans. Donc, et nous allons évidemment continuer à consommer et à rejeter parce que c'est comme ça que nous arrivons à vivre. Donc on voit bien que là, la barre est très longue. Alors pour en arriver au cœur de votre question, effectivement, c'est toute une évolution des mentalités qui va se faire. Et là, c'est là que je suis optimiste parce que, ayant aussi un regard un peu d'historien, ce que j'ai noté en travaillant sur l'histoire du tourisme, c'est que si le tourisme est ce que j'ai appelé par ailleurs la révolution durable, parce que ça c'est durable, depuis qu'il existe, il fonctionne toujours, et même il a récupéré des lieux qui étaient autrefois industriels, etc. Le tourisme sait investir tout ça, et il se développe de ce côté-là avec un grand succès. Donc si ce tourisme-là se perpétue, il faut que ça soit dans des conditions différentes de celles d'aujourd'hui. Et on voit bien quelles sont les pistes qui existent, qui sont à peu près celles qui sont explorées un peu partout. Mais avant d'y revenir, je termine ma parenthèse. Ce qui m'avait passionné dans l'histoire du tourisme, c'est de voir à quel point, sur cette longue période, depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle, les pratiques touristiques n'ont jamais cessé d'évoluer.
parce que la société elle-même a changé. Alors on parle toujours du tourisme, mais ce n'est pas le tourisme, c'est des tourismes et des formes différentes de tourisme. Ça n'a jamais cessé d'évoluer, et cette évolution, elle se poursuit à l'heure actuelle sous nos yeux. On le voit, on le sent, on ne le sent pas plus ou moins, mais elle se poursuit, et je pense qu'elle va s'accélérer, parce que les générations qui viennent derrière nous, je ne passe même pas de la mienne, qui est hors champ, mais celles qui viennent bien après, je pense qu'elles ont compris les conditions dans lesquelles le monde va évoluer, les contraintes qui vont s'appliquer à cette nouvelle génération-là, qu'elles vont l'intégrer dans leur pratique. Là-dessus, je ne suis pas du tout inquiet parce que c'est une des capacités, c'est une des éléments de la flexibilité de l'esprit humain que de savoir s'adapter. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Alors après, comment est-ce qu'elles le feront, dans quelles conditions? On a déjà quelques outils qui sont à disposition, effectivement, qui sont de modérer les transports aériens. Par exemple, j'entendais la semaine dernière le président d'Aéroports de Paris, qui gère non seulement l'aéroport de Paris, mais au total, c'est 14 aéroports dans le monde. Le président d'Aéroports de Paris, qui est un professionnel de l'aérien et du tourisme, qui disait lui-même qu'il fallait envisager de modérer la pratique de l'avion. Donc, quand un responsable de ce secteur le dit lui-même, ça prouve bien qu'il y a une représentation qui est en train de conquérir à peu près tous les esprits, y compris les professionnels responsables. Donc, modérer les transports en avion, mais aller moins loin, enfin, tout ce qu'on a dit, plus lentement si on veut, enfin, très bien. Mais ce qui se joue à travers ça fondamentalement, et ce qui sera, je crois, le levier, à mon avis, essentiel, c'est la modification de nos imaginaires. Parce que ce sont nos imaginaires qui créent le désir, qui nous mettent en mouvement d'aller vers tel ou tel lieu. À l'heure actuelle, on est dans une fuite en avant qui est d'aller vers toujours plus étonnant, etc. Alors on va aller habiter dans des arbres, dans une station spatiale, dans des endroits les plus incongrus, dans une ancienne usine, enfin, sous un pont, enfin bon, peu importe. Je veux dire, le système touristique est capable de tout nous vendre à l'heure actuelle. Je pense que c'est à la fois, on comprend la logique de ça, c'est stimulant, mais c'est pas réconfortant, ce ne sont pas des propositions d'avenir. Or, le système médiatique dominant, c'est ça qu'il nous inflige tout le temps, et de manière croissante. Donc je crois que quand je dis modifier les imaginaires, c'est qu'on a réussi à créer un système qui a pour ambition de tout transformer en économie marchande, de capter le temps libre à disposition d'un individu pour faire en sorte qu'il rentre dans le circuit économique et qu'il provoque des retombées. Une partie de ça est très légitime. Il y a des sociétés entières qui en vivent, et c'est une manière tout à fait honorable d'en vivre, mais il faut trouver la mesure. Et donc, c'est pour ça que je redis ce par quoi je concluais. Je crois que les générations à venir seront contraintes de la trouver, de toute façon. Et si, entre-temps, on a toujours les ressources énergétiques disponibles pour pouvoir continuer à faire fonctionner le système. Merci beaucoup. We had a question also back there. Vous avez une question? Attendez. Non. Notre ami de l'Afrique. Je suis ravie de voir que notre ami de l'Afrique sont assez actifs. Ils ont fait un gros effort. Yeah, one more and... Bom dia a todos. Não sei se posso desenvolver a minha intervenção em português, pode ser? Ok, então gostaria de parabenizar a todos os intervenientes nessa sessão plenária pela brilhantes apresentações aqui que nos brindaram. Gostaria também de focar a minha questão em torno da apresentação da doutora Joana Lima, referente à questão do repensar o turismo, não é? Que foi realmente o tema escolhido pela OMT para celebrar o Dia Mundial do Turismo esse ano. Para mim foi bastante interessante associar o repensar o turismo com as pesquisas que estão a ser feitas ao longo do mundo sobre o tema do turismo, especialmente a questão do turismo social,
e queria parabenizar Portugal pela posição que ocupa, não é, nesse tema. E aí vem então a minha questão, procurar entender essa posição. Acredito que foi trabalho de muito esforço, e queria entender se houve realmente uma estratégia nesse sentido, se há uma política realmente desenhada ou se realmente as universidades tomaram a iniciativa de direcionar as pesquisas nesse ramo, ou realmente foi uma questão de cada investigador poder escolher esse tema. Bom, eu queria entender um pouco mais, porque realmente chamou-me muita atenção esse aspecto, e por isso gostaria de poder entender um pouco mais como é que Portugal chegou aonde chegou, e mais uma vez parabenizar pela posição. Obrigado. Obrigada. Realmente não houve aqui uma estratégia, não foi talvez o conjugar de dois grandes fatores. Primeiro foi a Inatel, que teve um papel muito importante porque convidou a Universidade de Aveiro para fazer, atribuiu-lhe o estudo para medir os impactos socioeconómicos dos programas de turismo sénior, e a partir daí é que tem sido feita assim, investigação em maior quantidade em Portugal acerca desses temas. É claro que depois houve um outro fator, e não foi só esse estudo que foi feito, mas esse acabou por abrir caminho e por mostrar que havia aqui uma área que não estava a ser estudada. E depois tem a ver com o gosto individual de cada investigador, e o turismo social tem esta característica. Acho que é preciso perfil e é preciso gosto para o estudar e para compreender aqui todas as vertentes que estão envolvidas ou que podem interferir, e portanto são acima de tudo esses dois fatores. Daí eu ter referido também na apresentação a importância que o turismo de Portugal pode ter para dar visibilidade aqui a esta temática, em termos da política nacional e de investimento também ao nível da investigação. Obrigada. Thank you so much. Two more questions. They were already raised, okay. Monsieur Madelino? And afterwards, Sergio, you had raised your hand. Last question. Sim, muito rápido. Uma pergunta que tem dois objetivos. Uma política prática para haver sustentabilidade social e conceitos práticos, ou seja, não confusos, sobre intervenção. Na minha opinião, há 3 níveis diferentes. E depois a pergunta era para o Luís, mas também para o professor. Uma coisa é a sustentabilidade social de uma organização. Isto é, as empresas turísticas, como é que são os trabalhadores, ato de mudança e como é que funciona. É a sustentabilidade social da entidade, não é? E os recursos humanos como fator de mudança. Outra coisa é a sustentabilidade social do turismo mundial. Não nos vamos por aí, não é? Ou em Portugal com as desigualdades. Há 8 bilhões de pessoas, nas contas do turismo que há duplicação há cerca de 2 bilhões, que já é um número estratosférico nos últimos 40 ou 50 anos, mas há 6 mil milhões que não têm férias. E em Portugal, cerca de 70% não sai do país durante as férias. É outra sustentabilidade social. Como é que este grupo, já com um impacto enorme na pegada ecológica, aceita que uns tenham e outros não tenham? A terceiro domínio, não é sequer falamos, é um domínio da sustentabilidade social, como é colocada nas questões das Nações Unidas. Eu percebo que as empresas tentam localizar para isto, é evidente que outros tentam focar. E uma terceira matéria é a sustentabilidade social de que todos nós teorizamos, e aqui é que é o tema essencial, e por exemplo a Inatel, é como é que nós somos diferentes, porque falou-se ali
o Heráclito. O Heráclito fez a teoria da dialética, diz é sempre a mudança, mas há ideias que permanecem constantes nas teses e nas antíteses. E uma ideia constante é uma nação, uma cultura e um território. A Ucrânia cá está para provar isso, não é? E eu até diria o debate entre o Pessoa e o Fernando Pessoa e o Essa de Queiroz, isto é, uma visão fashion do mundo e que isto vai tudo mudar, chamava ele o Pessoa, que é o exemplo de provincianismo. Não é? Há uma cultura, uma nação que nos faz diferentes. E quem é que apoiou o fado para o fado agora ser fashion? Quem é que apoiou as ligações entre a cultura tradicional e a moderna para depois haver um momento que é fashion para se vender e, se for derrotado, imaginando que os americanos compram todas as casas de pedra atrás dos montes, que desaparece a diferença. Voltamos sempre à velha questão da política pública. €1 que resulta dos impostos são melhores utilizados a desenvolver a sustentabilidade económica com as novas tecnologias ou são melhor usados para defender estas economias externas? Eu até posso ser provocador. €1 é melhor utilizado para defender o turismo no Rock in Rio ou para desenvolver as culturas do solstício de inverno em Trás-os-Montes? Não há preto e branco, o mundo é monocromático. Por quem acreditava, como Napoleão, que chegava a Portugal e derrotava, foi derrotado 3 vezes. Não é? Porque há nações, há culturas. Como hoje eu vi uma coisa no Facebook que dizia: se os russos deixarem de lutar, deixa de haver guerra. Se a Ucrânia deixar de lutar, deixa de haver Ucrânia. É a diferença. E, portanto, discursos muito antibelicistas, para ir ao concreto. O que é que nós temos que fazer a esta sustentabilidade social? Dos territórios, das culturas, para vender. Tem que ser a política pública, é uma externalidade. São preços coletivos. Quem é que aguentou? Provavelmente até os ranchos folclóricos, não são uma coisa propriamente tão fashion como ir para o Times Square. É esta sustentabilidade social que fala a Agenda 2030, com das desigualdades. Há sempre, do poder económico, uma tentativa de apropriar dos conceitos. E termino dizendo qual. Eu digo isto porque o Luís é um heterodoxo e um criativo, mas é também uma provocação de um heterodoxo criativo. Pelo menos nunca ninguém é bom Sherlock Holmes, nem o próprio, mas pronto. Para dizer que é uma frase que eu gosto, de um grande futebolista português, que diz que previsões só no fim do jogo, que é: o mundo tem atores e comentadores. Não é? E às vezes a academia é muito comentadora, depois da realidade. Não é? E é preciso, o que é que nós fazemos como atores? A velha questão do Gramsci, não é? Da praxis. Pronto, é a minha questão. Certo? Respondemos já? Ah, não, pensei que íamos esperar pela... O que é melhor? É investir €1 no Rock in Rio ou €1 no festival em Trás-os-Montes? Que eu acho que a pergunta foi essa. Mas a provocação era essa. É investir €1 onde traga mais benefícios para todos. E isso é a nossa preocupação. E se esse euro no Rock in Rio der visibilidade a um país, ou promover um país, ou trouxer pessoas que por acaso e porque vieram a esse festival conhecem o Festival de Trás-os-Montes, estamos todos felizes. O que nós não podemos é focar exclusivamente naquilo que é o nosso objetivo ou a nossa... Infelizmente vivemos num mundo global que procura coisas que nós muitas vezes temos, mas procura outras que nós não temos e precisamos de ter para satisfazer a experiência de quem vem. Portanto, eu diria que é a coordenação dessas partes que nós conseguimos. Agora, concordo quando o Francisco dizia que é preciso ação.
E aquilo que eu digo é, esta ação, muitas vezes, está nas pequenas coisas que nós não fazemos e que deveríamos fazer mais. E este trabalho em rede, por exemplo, que é isto faz, e que nós estamos aqui a fazer, e esta discussão, é muito pouco aproveitada, muitas vezes. E se fosse mais aproveitada, se calhar conseguíamos ter muito mais resultado com os 100 euros que colocamos no Rock in Rio, agora vou dizer também para provocar, ou os 2 euros que se coloca em Trás-os-Montes. Mas há uma sinergia e há um balanço, porque nós, infelizmente, ou felizmente, não vivemos sozinhos. Nós recebemos o país, enfim, o Francisco sabe, 2/3 do nosso país vive de mercado internacional. E agora também uma provocação para o Rémi, porque isto também não pode ficar assim... Maintenant, une provocation pour vous. Que é, eu percebo a componente da aviação e de ser altamente poluente, mas os países, as regiões e as coisas não podem ser vistas de maneira global. Portugal é um país que não tem comboio, o comboio não chega aqui, que depende em 2/3 do turismo internacional que chega de avião. Se isso desaparecesse, desaparecia o turismo. E as ilhas, então, nem se fala. Portanto, digo isto porque há muita discussão sobre as restrições à aviação, enfim, falou-se de restringir os voos privados em França, se calhar é uma discussão que podemos ter todos, uns podem concordar, outros não vou manifestar aqui a minha opinião, mas o grande problema é quando focamos só numa solução que toca a todos e esquecemos o resto da cadeia, dificilmente temos sucesso nessa solução. E quem diz com a aviação, diz com o alojamento, toque no Airbnb e no alojamento tradicional, na restauração, no transporte terrestre, por aí fora. Je suis bien d'accord avec vous. Ah, merci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aurais tendance à parler de modération et pas de suppression. De toute façon, je n'adhère pas au discours de certains qui sont des discours trop faciles, de discours, par exemple, en France, il y a quelqu'un qui est plein de bonne volonté, mais qui a écrit un manuel de l'antitourisme, et qui est à la fois une pensée intéressante et en même temps un peu infantile. Elle est intéressante parce qu'elle nous stimule, elle oblige à réfléchir, à poser les problèmes autrement. Un peu infantile parce qu'il ne suffit pas de dire les choses pour qu'elles se produisent. C'est ce qu'on appelle croire au Père Noël. Bon, non, c'est pas comme ça que le système ne va pas s'arrêter parce qu'on dit qu'il n'est pas bon. Ça, c'est pas raisonnable. Alors, je voudrais aussi commenter le propos du footballeur portugais sur les prévisions à la fin du match. J'aurais tendance aussi à être assez d'accord avec ça, à au moins une exception importante, et qui est une exception forte, c'est que là où on ne fait pas suffisamment appel aux prévisions, c'est lorsqu'elles s'imposent à nous en raison des lois de la physique. Parce que les lois de la physique, ça ne se négocie pas. C'est pas une création humaine et sociale. La physique était là avant nous, elle sera là après nous. Et si nous avions tous, et moi le premier, une culture scientifique plus développée, je crois que nous aurions un rapport au monde différent. Voilà. Et puis, autre chose aussi peut-être, je pense que votre propos est un peu pessimiste au sujet du nombre de gens qui partent en vacances dans le monde. Je crois qu'il y en a plus. Simplement, nous n'avons pas suffisamment les bons outils pour l'analyser, parce qu'on s'est intéressé davantage aux flux internationaux qu'au tourisme dit national ou domestique. Mais surtout qu'il y a des formes très variées de départ en vacances et que bon nombre d'enquêtes dans beaucoup de pays pas très développés ne permettent pas de mettre en avant. Donc il y a des formes très variées et déjà à l'heure actuelle, il n'y a pas que le modèle dominant qui s'impose à tous, il y a des gens qui prennent des vacances dans des conditions tout à fait différentes. Simplement, on n'a pas les bonnes statistiques. Dans les pays où on a des bonnes statistiques, effectivement, au Portugal, il y a une bonne partie de la population qui ne part pas en vacances. En France, qui a été un pays en pointe, puisque les congés payés, etc., il y a une histoire. La France a un rapport assez long et riche au tourisme et au tourisme populaire. En France, en gros, enfin, ça dépend des années, mais c'est un peu plus des 2/3 ou un peu plus des 2/3 de la population qui part en vacances, ce qui signifie qu'il y a quand même un tiers qui ne part pas.
Et ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi d'ailleurs pourquoi les gens ne partent pas. Il y a à l'évidence, la majorité des gens qui ne partent pas le font pour des raisons économiques. Ils n'ont pas les moyens, ils auraient envie, mais ils ne le font pas. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, tout simplement pour des raisons de santé ou d'âge trop avancé, etc. Bon. Mais il y a aussi, et ça c'est encore une petite population, mais c'est une tendance qui existe, en particulier dans des milieux qui réfléchissent beaucoup au sort du monde. Il y a des gens qui s'inscrivent déjà dans une culture qu'on pourrait encore penser à l'heure actuelle comme étant une sorte de contre-culture, mais qui refusent de partir, alors qu'ils en auraient les moyens et les capacités physiques et financières, qui refusent de partir pour telle ou telle raison. Je connais des collègues maintenant qui refusent d'aller dans des colloques à l'autre bout du monde. Voilà. Donc ça commence. Alors je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais voilà quelques éléments de complément à ce que vous avez proposé. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you so much. We are out of time, but I promised Sergio a question, so very briefly, go ahead and make it, and I ask you to very briefly answer it, please. Ya llegate un micrófono. Gracias. Sergio Rodríguez de SSC Consultores México. Ya los escuché y estamos todos de acuerdo en que se requiere una transición ecológica y social. Pero también retomo lo que expuso Joana de la contradicción entre cada vez menos recursos para programas sociales y para acciones no rentables y cada vez más demanda de estas tipo de acciones. Entonces, yo quisiera escuchar la opinión de ustedes tres, sabiendo todo esto que se acaba de decir, por dónde comenzar sin ser románticos y sin ser naif. ¿Qué recomiendan ustedes que se empiece a hacer a nivel de autoridades públicas y a nivel de actores del turismo social? We start with Joanna. I will speak in English, okay. I believe that the first step for putting all of this in practice is to call all the agents to be responsible for their share. I believe that the private sector has to be responsible for ST programs too. For example, through corporate social responsibility. I believe that public authorities have their share too, associations, third sector, and universities also trying to find a way of innovate here. But I believe that if all the sectors work together, I believe that is the first step to bring to practice all these romantic ideas we have. Thank you, Joanna. Luis, what do you think? Yo creo que es un tema de responsabilidad. Cuanto más fuertes sean las empresas y el sector turismo de un país, y hay que ver que estamos hablando de un sector que el 90% son pequeñas y medias empresas, cuanto más fuertes sean estas, más fuerte también puede ser el sector social del turismo. Lo que tenemos que hacer es hacerles ver que esto es importante. Y ahí es donde quebramos el ciclo vicioso, que es decirle a las personas que a pesar de que tengan un negocio y de que su objetivo es que sea rentable, cuanto más dan al territorio y a quien está a su alrededor, más van a recibir en retorno. Yo creo que cuando ganó Joe Biden las elecciones, en el discurso inaugural dijo una cosa que era cuando salía él de casa y era niño, su abuelo le decía, Joe, keep the faith. Y su abuela le decía, no, Joe, spread the faith. Y nosotros estamos en un punto en que hay que hacer ver a todos que cuanto más damos, más recibimos. Y yo creo que tenemos un programa que es el programa 360, donde están 80 empresas, pero representan más de 2 billones de euros de ingresos en Portugal, 15.000 trabajadores, sobre los ESGs. Ese es uno de los temas que se trata dentro de ese programa,
que es de qué forma podemos apoyar a un sector social y así también recuperar un poco nosotros las empresas, lo que se hace y promover un poco el negocio. Así que yo diría que es responsabilidad, pero compartir un poco también con los privados. Gracias, Luis. Rémi, est-ce que vous avez quelques commentaires? No? D'accord. Isabel. So we finished the... yeah. Sorry, Go ahead. I forgot Joanna. one thing that I think it's also important. It's that to tell the private sector this is important. You will gain with that. We have to monitorize. We have to measure the impact that these programs have. And I think that tourism observatories will have a very important role here too, developing instruments and platforms that give us that knowledge, that give us the inputs regarding indicators that allow us to measure. Why is that important? Okay. Thank you, Joanna. Thank you, the three panelists. It's such an interesting topic. We could probably spend much more time talking about this, but time guides. So thank you so much for being here with us today. It was really a pleasure having you. Stay here, don't go. We have a gift for you, but I will ask an applause for all of them. Thank you. Sí. Primeiro para o Luís, para o livro dos bordados. Ótimo. E para ver se consigo algum escudo. O escudo já acabou, Francisco. Não, o escudo. Obrigado. Muito obrigado. C'est pour vous, c'est un livre sur l'artisanat des Açores. Oui. Vous connaissez ma passion pour les volcans. Ah, et samedi, vous pouvez arriver pour voir les héritages des volcans de l'Asie. Volontiers, ça me parle directement. Merci beaucoup. E para a Joana, Obrigada. Pronto, vamos. So thank you, everyone. We are now closing our first plenary session, but I would like to give you some words about the afternoon sessions. At 2:30, we will have 3 parallel sessions. The first one, proximity tourism and social impacts. The second one, SSE and contribution to sustainability of tourism. And the third, inclusion and social sustainability in tourism. At 5, we will also have more 3 parallel sessions, meeting public authorities, tourism policies, and social sustainability, the presentation of University of Açores, and the third is to connect networking. And if you want to participate in this to connect networking, please, you can register at the check-in area after the lunch. I would like to remind you all that today we will have the dinner at Grand Hotel Açores Atlântico. And now I think we can go to lunch at the Salon Nobre on the first floor. Thank you.